un autre pays, afin de faire part de nos préoccupations sérieuses. Si c'est pour venir et répéter tout ça, ça n'a aucun sens. Parce que, par exemple, quand 3 ambassadeurs au Royaume-Uni, en Allemagne et en France ont demandé à être reçus au ministère des Affaires étrangères après la rencontre de ce trio avec Zelensky à Londres le 7 juin. Ils sont venus ? C'est mon adjoint qui les a reçus. Et ils ont dit, voilà, nous voulons que la crise ukrainienne soit résolue, que l'Europe joue son rôle. C'est mon adjoint qui était là. Mikhail Galouzine a exposé notre position et a demandé, concrètement, qu'est-ce que vous proposez ? Quels sont les principes de règlement ? Quelle est votre contribution ? Et personne n'a trouvé de contribution. La déclaration du 7 juin à Londres, vous l'avez probablement lu, la Russie doit capituler. Elle doit s'arrêter sur la ligne de contact. Et de l'autre côté, du côté occidental de la ligne de contact, une mission d'occupation et de stabilisation sera déployée. Les avoirs russes seront gelés tant que la Russie n'aura pas payé toutes les réparations. Voilà leur contribution constructive. Donc, dans une telle situation, pensez-vous qu'il serait même convenable d'envisager de proposer des idées à nos partenaires européens ? Tout ce qui a été proposé dans les années 90, à la fin des années 2000, tout ce qui fonctionnait, profitait à tout le monde. Ils ont décidé de supprimer ce bénéfice collectif, avant tout au détriment de l'Europe elle-même. On s'abonne, on like, on commente et on partage aussi ce que nous contenu. Alors les amis, je vous invite à écouter attentivement cette vidéo. Prenez le temps d'écouter cette vidéo attentivement, je vous en prie. Je m'appelle Manuel Galileo. Veuillez vous présenter s'il vous plaît ? Je m'appelle Manuel Galileo, je viens de la London School of Economics. Et mon pays, le Royaume-Uni, traverse actuellement des turbulences politiques. Nous allons avoir un nouveau Premier ministre. Et ma question pour Monsieur le Ministre est la suivante. Quelles sont les perspectives d'amélioration des relations avec l'Europe à court et à long terme ? Quelles seraient les conditions préalables à cela ? Les prémices nécessaires ? Merci beaucoup. Mais à vrai dire, le président et moi-même nous sommes déjà exprimés à plusieurs reprises sur ce sujet. La question ne nous concerne pas. La question s'adresse à nos voisins européens, à nos anciens partenaires dans de nombreuses structures, comme le Conseil Russie-OTAN. Nous avions des mécanismes en place et un partenariat stratégique avec l'Union européenne. À l'époque, le G7 n'était pas le G7, mais le G8. Il y avait de nombreux formats où nous échangions. Cela aidait au moins à mieux se comprendre mutuellement. Nous n'étions jamais d'accord à 100% sur tout, d'ailleurs. Tout comme... Il n'y a pas d'accord total au sein du G7. D'ailleurs, ni au sein d'aucune structure, il n'y a d'accord total. Mais ces formats permettaient de dialoguer, de s'exprimer, de recevoir des réactions. Tout cela a été interrompu du jour au lendemain. Et ce n'est pas de notre fait. C'est pourquoi, sans doute, vous devriez poser la question à vos collègues. Vous allez bientôt entamer le processus de changement de Premier ministre. Il y aura sans doute un débat dans la société sur la suite à donner. Et il me semble que c'est le moment idéal pour poser ces questions. En ce qui concerne les négociations, pour l'instant, M. Starmer disait qu'il ne fallait pas de négociations du tout, qu'il fallait faire pression sur l'Ukraine. Mais il n'en disait même pas plus. Je dois faire pression sur l'Ukraine. Mais ils ne parlaient même plus, ils agissaient. Ils faisaient tout pour que l'Ukraine poursuive et intensifie son activité terroriste. Sans l'aide directe des Britanniques ou des Américains, dans la désignation des cibles, dans l'obtention des données pour le ciblage, il est impossible de faire ce que fait actuellement l'Ukraine, en réalisant des attaques terroristes sur le territoire russe. Concernant votre question, qui d'ailleurs ne concerne probablement pas seulement la Grande-Bretagne, mais aussi d'autres pays occidentaux, surtout européens, qui ont immédiatement rejeté tout contact avec la Russie et se sont mis à piller nos ressources. D'ailleurs, ce sera intéressant à propos du pillage. C'est d'ailleurs une mention intéressante. Je me souviens, ils ont saisi, comme vous le savez, les réserves d'or et de devises Euroclear à Bruxelles. Et voilà qu'hier ou aujourd'hui, il y a eu une information selon laquelle encore 6,5 milliards, soit de dollars, soit d'euros, provenant des réserves d'or et de devises russes, ont été transférés à l'Ukraine.
Au total, en 4 ans, ils ont transféré 45 milliards d'euros. Et ils disent que tout cela n'est pas... Cela ne provient pas de la partie des réserves d'or et de devises, ni de la partie du dépôt de la Banque centrale mentionnée dans l'accord. Mais ce sont des ressources, des revenus obtenus au-delà du pourcentage qui revient à la Banque centrale. Mais cela reste de l'argent volé. Parce que c'est une chose quand tu peux en disposer librement et que tu reçois le pourcentage convenu dans l'accord avec Euroclear, tout ce qui dépasse, c'est à eux. Mais toi, tu pourrais disposer librement de tes fonds. Alors que là, ils t'ont tout bloqué. Ils disent, bon, vous allez attendre un peu, et nous, on va continuer à s'enrichir ici. Des bénéfices supplémentaires et tout sera donné à l'Ukraine. C'est, vous savez, une chose vraiment sérieuse du point de vue des tentatives de l'Occident de convaincre que l'ordre mondial qu'ils ont créé et qui fonctionnait avec les institutions actuelles, de gouvernance globale comme le FMI, l'Organisation mondiale du commerce, la Banque mondiale, reste toujours pertinent. Cela sape tellement tout ce système de mondialisation, qui d'ailleurs est déjà fragmenté et continuera de se fragmenter, que même le président Trump, lorsqu'il expliquait au peuple quelle position les États-Unis occupaient et ce qu'ils avaient obtenu lors des négociations avec l'Iran, et quand on lui demandait pourquoi il fallait débloquer l'argent iranien, il disait non, il faut rendre l'argent à l'Iran parce que sinon nous allons soudainement saper la confiance dans le dollar. Mais le même principe peut s'appliquer à toutes les autres énormes réserves et fonds d'autres pays qui sont gelés en Occident. Mais le fait que la prise de conscience de la chute de la réputation du dollar, et aussi d'autres monnaies, des devises qui sont utilisées comme instruments de guerre économique et financière, cette prise de conscience, bien sûr, va se renforcer. Mais à propos, je termine maintenant, je voulais trouver une citation à propos des contacts. Le président Macron, à l'issue de la réunion du G7 à Évian, après le sommet du Conseil européen à Paris, a fait de nombreuses déclarations. Et voici ce qu'il a dit. La question n'est pas de savoir qui, quand et comment mènera des négociations avec la Russie, mais de savoir quand la Russie, à qui de nombreuses propositions ont été faites ces derniers mois, dira qu'elle est prête à des négociations entre la Russie, mais de savoir également des Américains et des Européens. Et pendant ce temps, il a dit « Les priorités de l'Occident sont l'aide militaire et autres à l'Ukraine, ainsi que le renforcement de la pression sur la Russie. Mais en même temps, nous resterons ouverts à recevoir un signal de Moscou. » Sérieusement? C'est ça? Monsieur Costa, l'Union européenne ne discute pas de négociations avec la Russie, mais du renforcement de la pression sur Moscou. Et il a répété une fois de plus que l'Union européenne ne peut pas être médiatrice, puisqu'elle est entièrement du côté de l'Ukraine, mais qu'elle doit tout de même être présente à la table des négociations. Alors, répondez-moi, que peut-on discuter avec une telle position? Il compte vraiment le faire. Il compte faire signer un acte de capitulation en Russie. C'est absolument pas sérieux, c'est totalement inadéquat par rapport au véritable rôle que l'Europe joue dans les affaires mondiales. Mais néanmoins, ça montre que les mentalités néocoloniales, les ambitions néocoloniales sont encore bien vivantes. Beaucoup d'initiatives et de positions prises par l'Europe sont guidées par cela. Et à propos de ça, vous savez, ici, tout le monde est du milieu. Ils savent, ils montrent ou pas. Non, mais il y a eu des contacts. Ici, le président Macron a publiquement réprimandé Antonio Costa parce que son collaborateur avait contacté à 2 reprises des représentants à Moscou. Et il a dit que ce n'était pas acceptable, qu'il fallait que tout le monde se réunisse et prenne des décisions ensemble. C'est de l'hypocrisie, parce que le président Macron lui-même a envoyé des émissaires. Et ils ont été reçus, tout comme, soyons honnêtes, il y a aussi eu des émissaires venus de Londres. Nous ne refusons jamais les demandes de venir discuter. Donc, Poutine l'a dit clairement, mais le fait que nous connaissions la valeur de ces discussions, c'est aussi un fait. Si cela vous intéresse, le 24 avril 1925, Macron, lors d'une conférence de presse à Madagascar. La seule chose nécessaire concernant l'Ukraine, c'est que le président Poutine cesse enfin de sourire. Ensuite, il envoie des émissaires.
Son ministre des Affaires étrangères, chaque jour, l'obsession coloniale de Vladimir Poutine épuise son peuple et discrédite la nation russe. Qu'en pensez-vous? Nertz. Le 2 septembre 1925, Poutine est un criminel de guerre. Il est peut-être le criminel de guerre le plus cruel de notre époque. Et puis ces gens disent nous allons attendre que la Russie accepte de négocier. Oui, et il y a beaucoup de choses ici. C'est intéressant. De la même manière qu'en 1938, dans la région des Sudètes, ce n'était pas suffisant. Poutine ne s'est pas arrêté. L'Allemand parle. Ce même Allemand a dit que si on cède maintenant à Poutine, ce sera équivalent à la politique d'apaisement vers Hitler. Voilà les gars qui travaillent chez vous. Vous êtes effectivement sortis de l'Union européenne et maintenant vous comptez y retourner. Mais encore une fois, le président l'a souligné à de nombreuses reprises, nous, il est une personne très patiente et polie, nous ne refusons jamais les contacts qui peuvent être bénéfiques, qui sont nécessaires à n'importe lequel de nos voisins, à un autre pays, afin de faire part de nos préoccupations sérieuses. Si c'est pour venir et répéter tout ça, eh ben, ça n'a aucun sens. Parce que, par exemple, quand 3 ambassadeurs au Royaume-Uni, en Allemagne et en France, ont demandé à être reçus au ministère des Affaires étrangères après la rencontre de ce trio avec Zelensky à Londres le 7 juin. Ils sont venus? Eh bien, c'est mon adjoint qui les a reçus. Et ils ont dit, voilà, nous voulons que la crise ukrainienne soit résolue, que l'Europe joue son rôle. Eh bien, c'est mon adjoint qui était là. Mikhail Galouzine a exposé notre position et a demandé concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Quels sont les principes de règlement? Quelle est votre contribution? Et personne n'a trouvé de contribution. La déclaration du 7 juin à Londres. Eh bien, vous l'avez probablement lu, la Russie doit capituler. Elle doit s'arrêter sur la ligne de contact. Et de l'autre côté, du côté occidental de la ligne de contact, une mission d'occupation et de stabilisation sera déployée. Les avoirs russes seront gelés tant que la Russie n'aura pas payé toutes les réparations. Voilà leur contribution constructive. Donc, dans une telle situation, pensez-vous qu'il serait même convenable d'envisager de proposer des idées à nos partenaires européens? Tout ce qui a été proposé dans les années 90, à la fin des années 2000, tout ce qui fonctionnait, profitait à tout le monde. Ils ont décidé de supprimer ce bénéfice collectif, avant tout au détriment de l'Europe elle-même. Lente. Nous savons. Comment nous allons résoudre nos problèmes? Si l'Europe venait soudainement à proposer quelque chose de vraiment constructif, il y a tout de même de nouvelles personnes qui arrivent au pouvoir dans certains pays, alors sans doute nous serions prêts à écouter, et une fois que nous aurons écouté, nous tirerons nos conclusions. Est-ce valable ou non? Mais compter dans quelques domaines que ce soit de notre politique étrangère sur les promesses ou les attentes de l'Europe pour atteindre nos objectifs de développement et de renforcement des positions internationales de la Russie, nous n'en avons tout simplement plus le droit. Je vous en prie, Samir Saran. Monsieur le ministre Lavrov. Monsieur le ministre Lavrov, Votre Excellence, merci beaucoup pour votre intervention. Vous avez mentionné les BRICS. Et bien sûr, nous constatons que le nombre de pays partenaires, membres et ceux qui souhaitent devenir partenaires des BRICS a pratiquement doublé. Tout cela alimente l'aspiration envers les BRICS. Ma question, Monsieur le ministre, s'adresse à vous. Ici, nous devons avoir certaines questions que nous traitons, où nous obtenons des résultats. Devons-nous limiter cette liste de questions ou devons-nous aborder un plus grand nombre de sujets, toutes les aspirations des pays membres? Comment cela se passe-t-il de votre point de vue? Vous savez, le nombre de membres à part entière a doublé, passant de 5 à 10. Et il a été décidé, étant donné que, tout de même,
Ce n'est pas une augmentation facile, vraiment pas. Ce n'est pas comme lorsque c'était BRIC, puis que l'Afrique du Sud a rejoint. BRICS, c'est tout de même un seul pays, et même là, il y a certaines questions qui nécessitent d'être clarifiées pour pouvoir avancer. Mais quand les BRICS sont devenus un groupe de 10, il a été décidé de laisser un certain temps pour que chacun puisse s'adapter les uns aux autres. Tous ceux qui se retrouvent aujourd'hui dans cette alliance. Et je pense que c'était la bonne décision. Lors de la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères des BRICS en Inde, la discussion n'a pas été facile, surtout entre nos amis iraniens et émiratis. C'était vraiment la période la plus tendue dans la région du Golfe. Bon, au final, on a quand même réussi à, malgré des propos assez émotionnels de part et d'autre, on a réussi à les intégrer dans un document commun. Mais ce n'est qu'un exemple. Il y a aussi d'autres exemples qui touchent plus profondément aux intérêts économiques, qui parfois s'opposent. C'est pourquoi, comme on dit, il a été décidé de ne pas précipiter les choses pendant encore quelques années. L'élargissement futur, mais les pays partenaires, ils participent à ces événements et cela crée déjà une base pour que les BRICS acquièrent une dimension plus universelle. Quant à l'ordre du jour, les BRICS ne sont pas une organisation, c'est une alliance. Et c'est sans doute là son avantage, car créer une structure rigide, ce ne serait probablement pas approprié, du moins à ce stade. D'autant plus que une structure d'importance globale, pas continentale ni régionale. Nous avons déjà l'ONU, et il y a bien sûr aussi le Conseil de la paix, initié par Donald Trump. Rien que cela met déjà beaucoup de monde dans la confusion. C'est pourquoi nous, sans doute la Russie, du moins, ne proposerons pas de bureaucratiser les BRICS. Actuellement, l'ordre du jour est défini chaque année par le président, qui change chaque année. Et sans doute c'est bien ainsi. En même temps, comme le montre l'expérience, le président suivant s'efforce d'assurer la continuité. Par exemple, pendant la présidence indienne, nous travaillons activement sur les initiatives que la Russie a proposées lors du sommet de Kazan à l'automne 2024. C'est pourquoi il me semble qu'il faut partir de la réalité. En effet, il y a beaucoup de candidats à l'adhésion et cela nous inspire déjà. Et à partir de là, nous chercherons d'abord des formats de coopération partenariale, puis sans doute viendra le temps d'une nouvelle expansion des BRICS. Je suis Afrique vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo jusqu'ici. Alors je suis Afrique vous invite à liker, à commenter et également à partager les amis si ce que nous partageons ici est important. Je suis Afrique vous remercie. Merci de tout cœur. Merci à toi mon frère. Merci infiniment. Ciao.